Ok, alors on va reprendre nos explications au sujet des API REST. Et puis on avait déjà mentionné Swagger dans la vidéo précédente. Comme elle était un peu longue, ce que j'avais pas fait, c'était passer en revue les ressources qui existent déjà dans les webcasts des années précédentes. Donc je vous explique brièvement ce que vous avez à disposition, en sachant que je vais refaire d'autres vidéos euh, sur le sujet, et puis qu'il y a des choses qui ont changé dans le repo GitHub qui est utilisé pour les exemples. Mais ce contenu-là que je vais décrire maintenant, ça vaut la peine de le regarder, ça vaut pas la peine de refaire step by step toutes les manipulations, mais écoutez ce que je raconte, c'est intéressant, ça va vous aider à faire le projet, puis vous allez voir que on avait déjà fait un projet sur le même sujet en 2016. Donc ça vous aidera aussi à réfléchir à la fonctionnalité de ce moteur de gamification. Donc ici, je suis sur la playlist AMT 2016. Et puis, vous voyez que là, il y a toute une série de webcasts. On commence ici sur l'introduction. Donc, comment est-ce qu'on utilise Swagger pour spécifier une API REST et comment est-ce qu'on utilise Cucumber pour la tester de manière automatisée. Donc vous avez ces trois vidéos. Il y a des exemples. À l'époque, j'étais encore sur NetBeans, donc ça forcément, c'est plus le cas. Mais de nouveau, la structure du projet Java a changé. J'ai changé les plugins, les librairies. J'ai fait quelques modifications sur la spécification de l'API même. Donc, de nouveau, hein, ça vaut la peine de regarder, mais suivez pas ça à la lettre. Ensuite, vous voyez qu'on parle de gamification, euh, et puis on revient, et finalement l'idée c'est ici comment est-ce qu'on peut implémenter des tests automatisés et ensuite implémenter le code en Spring Boot. Donc je pense que c'est des ressources qui valent la peine d'être regardées. En 2017, là, vous voyez qu'il y a ces deux webcasts qui sont assez courts. J'avais fait la migration pour pouvoir exécuter les projets dans IntelliJ. Euh, ça vaut moyennement la peine parce que je suis encore en train de restructurer. Là, j'ai fait une restructuration euh, que je vais bientôt publier, en tout cas une version provisoire. Donc, vous pouvez regarder, mais disons, ça risque d'être écrasé par ce que je vais faire. Ce qu'on utilise euh, dans la démo, entre autres, c'est ce repos ici qui s'appelle Training REST dans l'organisation Avalia Systems. Et c'est une API extrêmement simple avec juste une ressource des fruits. Mais par contre, il y a les aspects documentation, spécification, et puis après la partie test automatisé. Donc, ce que je vous recommande, c'est pour le projet de partir sur cette structure, parce qu'on a fait tout un boulot de configurer Swagger, de le brancher pour que les cycles avec Maven se passent bien. Donc ça vaut la peine de partir là-dessus. Donc aujourd'hui donc on est le début novembre, je travaille encore sur cette branche FB 2020 Bump. C'est un peu plus qu'un bump, j'ai fait un peu plus de changements que ça. Mais donc en principe dans la journée, je vais finaliser les changements en cours. Il y a peut-être quelque chose qui manqueront que je rajouterai par la suite. Mais je vais ramener ça sur master et donc vous pourrez partir de ça. Ce qui est intéressant quand même dans celle-ci, j'explique dans le fichier POM ce qu'il faut modifier pour adapter les noms, pactage par exemple.
Donc, c'est pour ça que je les mentionne, ça peut quand même être pertinent. Ok, donc ça c'est les ressources des années précédentes. Et puis maintenant, on va passer au vif du sujet, donc parler de Swagger, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, utilisé dans certains de leurs projets. Donc, pour la petite histoire, Swagger à la base, mais ça c'est fin des années 2000, ouais, je crois que c'était fin des années 2000, une start-up qui développait une API pour pouvoir accéder à des ressources linguistiques, avait envie d'exposer une documentation d'API interactive jolie, et c'est là où ils ont développé un outil qui s'appelait Swagger. Ils l'ont mis en open source. Et donc pendant quelques années, c'était quelque chose qui était vraiment super, très pratique, mais qui était un peu confidentiel. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à avoir une certaine traction, ça a été intégré avec, ou dans certains frameworks de développement. Il y a quelques gros acteurs, dont IBM, qui se sont intéressés et puis qui ont aidé à l'adoption. Aujourd'hui, Swagger, mais qui a été standardisé. Donc maintenant, on parle aussi de OpenAPI. OpenAPI, c'est le standard qui a émergé de Swagger. C'est quelque chose que vous retrouvez sur tous les stacks technologiques, de JavaScript à .NET à Java. Et donc, c'est quelque chose que vous devez connaître et que vous allez croiser. Aujourd'hui, dans un entretien d'embauche, vous devez être capable d'expliquer ce que Swagger est et comment le mettre en œuvre. C'est devenu une des choses de base quand on fait des API REST et qui ne fait pas d'API REST. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, je vais passer dans le navigateur, comme ça, où vous avez à gauche une spécification formelle de l'API. Ici, c'est dans un document YAML. On peut le faire en format JSON, mais donc on décrit de manière rigoureuse notre API qui est composée de endpoints qui acceptent des payloads avec une certaine structure. Et puis, d'avoir cette description formelle à disposition, ça permet de développer toutes sortes d'outils. Une de ces familles d'outils, c'est une documentation interactive. Vous voyez que ici, j'ai mon API, je vois les endpoints, les méthodes que je peux utiliser. J'ai la spécification de mes DTO, donc les payloads qui vont être échangés entre le client et le serveur. J'ai une intégration avec les systèmes de sécurité. Je peux même aller plus loin puisque je peux ici exécuter la requête. Bon, là, je suis dans l'environnement en ligne. Donc, il n'aurait même pas dû me répondre, mais on voit ici que j'ai accès à la méthode curl et je peux du coup avoir une documentation vivante et je peux faire des vrais appels sur mon API quand je la découvre. Donc ça fait partie des choses aujourd'hui quand on fait des API REST. On ne va pas se limiter à la définition et à l'implémentation, mais on va mettre à disposition des utilisateurs de notre API une documentation pratique à utiliser qui facilite l'apprentissage et l'utilisation de l'API. Et dans ce contexte, Swagger OpenAPI est très intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Après, il y a d'autres types d'outils, mais on ne va pas en parler tout de suite. Si je reviens sur mes slides, une des notions que vous devez être capable d'expliquer, par exemple un travail écrit,
c'est la différence entre l'approche top-down et l'approche bottom-up quand on utilise des API ou des approches comme Swagger. Qu'est-ce que ça veut dire? Top-down, ça veut dire on va commencer par une spécification. Je ne réfléchis pas encore à un langage, à une plateforme, je ne réfléchis pas encore à l'implémentation, mais je commence par faire mon document OpenAPI, donc ce qu'on avait dans la partie de gauche ici, j'écris ça. Une fois que j'ai ça, je peux l'utiliser pour générer du code. C'est une des choses que vous avez quand vous travaillez avec Swagger, vous avez des générateurs de code pour tous les langages de programmation, tous les frameworks, du côté client et du côté serveur, et du coup vous pouvez donner une spécification Swagger à un générateur de code et il va vous générer un squelette de serveur, un stub client que vous allez pouvoir utiliser pour faire des appels sur une API sans devoir écrire les requêtes HTTP à la main. Donc, top-down, c'est je commence par réfléchir au contrat qui va être finalement exprimé par l'API REST. Et puis après, je regarde comment faire du code qui est conforme à cette spécification, à ce contrat, et souvent je vais générer une partie de ce code automatiquement. Ça, c'est l'approche top-down. L'approche bottom-up, la logique, c'est plus de dire ce que je veux, c'est générer la documentation. Je ne suis pas forcément en train de faire une spécification. Ce que je veux, c'est écrire du code. Je suis en Java, je fais mes endpoints, je fais mes annotations pour dire que j'ai des méthodes qui vont traiter des requêtes HTTP, ou je fais la même chose avec un framework comme Express.js en JavaScript. J'utilise des annotations. Et puis là, j'utilise un autre type d'outil qui n'est pas un générateur de code, mais c'est quelque chose qui va scanner ces annotations et va faire le travail amer. Donc, il va générer ce fichier Swagger ou OpenAPI qui va dire, ben voilà, j'ai scanné les annotations dans ce code Java ou dans ce code JavaScript. Voilà la liste des endpoints que j'ai trouvés et voilà les payloads que tu peux envoyer. Donc, ça permet là, la logique, c'est de dire, je suis un développeur Java, je code mes endpoints, mais par contre, j'ai envie d'offrir cette expérience aux utilisateurs de l'API et Swagger va le faire. Donc, les objectifs sont un petit peu différents. Et ce que vous devez comprendre, et ça pose souvent des problèmes, c'est que dans le setup qu'on a et ce qu'on va pratiquer dans le cadre du projet, quand on va utiliser le repos Training REST, on fait les deux en fait. On commence par du top-down, donc le point de départ, ça va être de faire la spécification Swagger. On se concentre sur notre API et on réfléchit à l'implémentation plus tard. Et ce qu'on fait en top-down, c'est qu'on va d'une part générer le serveur, ça va être notre application Spring Boot. De l'autre côté, et puis on génère aussi une librairie cliente qu'on utilise après pour exécuter les tests avec Cucumber, qui est cet outil dont on parlera plus tard. Donc ça, c'est du top-down. Par contre, si vous regardez le code Spring Boot et les librairies qu'on a utilisées, il y a une librairie qui s'appelle SpringFox. Là, en fait, au démarrage de notre application Spring Boot, qui implémente notre API, SpringFox va scanner les annotations et va régénérer dynamiquement une nouvelle version d'Aspect. Donc,
En principe, les deux devraient être la même, mais en fonction de la configuration qu'on fait, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous allez après vous connecter à votre API Spring Boot. Vous allez accéder à une URL swaggerui.html. Ce que vous allez voir ici, c'est ce qui aura été régénéré en bottom-up au démarrage. C'est quelque chose qui est assez particulier et qui n'est pas évident à comprendre quand on utilise le squelette la première fois. Autre chose aussi à dire, c'est que on avait Swagger, donc le projet a passé par plusieurs sponsors, donc des entreprises qui finançaient le développement. On a traversé il y a quelques années une période assez pénible où le code n'était pas très bien maintenu. On avait beaucoup de soucis entre les différentes versions des éditeurs. Est-ce qu'on les utilisait en ligne, pas en ligne? Est-ce qu'on générait le code depuis l'éditeur ou depuis le plugin Maven et on avait des comportements différents? Donc c'était quelque chose qui était assez sanglant et puis qui nécessitait chaque année de refaire les ajustements et puis c'était quelque chose d'assez fragile. Et puis il y a un moment, il y a un nouveau projet qui a été créé sur GitHub, qui est Open API Tools, où là on a une autre communauté qui fait la maintenance et l'évolution des outils et qui pour le moment est beaucoup plus rigoureuse. Donc ça c'est une des choses, on avait déjà commencé à utiliser l'année passée, mais c'est une des choses qu'on fait cette année où on passe complètement de Swagger à OpenAPI. Et puis on a moins de soucis avec les générateurs de code, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez bleeding edge, dans le sens où il faut quand même après pour faire de la configuration fine, on est de temps en temps, on passe un peu de temps. Donc c'est ce qu'on avait déjà expérimenté avec quand on avait fait les tests Arquillian, le contenu du POM XML, les paramètres. C'est assez sensible. Donc, une fois que c'est en place, ben, ça va, on peut travailler. Mais la mise en place initiale n'est pas simple. La bonne nouvelle, c'est que c'est du boulot qu'en principe, on fait pour vous. Donc, en plus, là, on va vous mettre à disposition le squelette. Donc, si vous partez de là, ça devrait déjà résoudre une partie des problèmes. Vous allez avoir des problèmes, mais vous partez pas from scratch. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, donc, deux étapes, en fait, il y a même trois étapes, la description et l'implémentation. Alors ça, c'est un hommage à un ancien étudiant que maintenant, il n'y a peut-être plus trop de monde qui connaissent. Je pense qu'il doit y avoir quand même encore un ou deux étudiants qui connaissent Vincent Guidou, qui était un étudiant d'il y a quelques années, et puis dont la famille travaille à une vente directe de fruits. Et du coup, c'est un hommage à Vincent Guidou, c'est la Fruits API, puisque l'exemple qu'on utilise, c'est une API simple pour pouvoir créer des fruits et les utiliser. Donc je continue à utiliser ces slides chaque année, mais il y a de moins en moins de gens qui comprennent pourquoi le pauvre Vincent est sur mes slides. Donc, ce que vous allez utiliser, c'est ce repo qu'on a vu avant, et on fournit donc la spécification, et c'est celle qu'on a ici. Et donc, si je reviens, donc je vais fermer. Vous voyez que la spec, elle est très très courte, hein, puisqu'on a juste le fruits. Ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles je suis très à cheval. C'est une collection de plusieurs fruits.
Donc, quand on a une URL qui représente une collection, on met un pluriel. Si j'accède à /students/123, c'est student avec un S et pas student sans S. Ça fait partie des choses sur lesquelles, des détails sur lesquels je suis pointilleux, mais parce que justement, cette URL, ça représente une collection, donc c'est important de mettre un S pour qu'on comprenne que c'est le cas. Donc ça, c'est la spécification. Vous voyez qu'on a la possibilité aussi de définir des mécanismes d'authentification. Ici, j'ai mis bearer, ça c'est ce qu'on va utiliser si on cherche à authentifier un utilisateur final, par exemple en passant un token JWT. Et puis c'est une des choses que je suis en train de faire avant de pouvoir ramener sur master. Je suis en train de remplacer ça par une API key. Mais donc quand vous avez ça, ça va donner la possibilité d'envoyer la bonne en-tête HTTP avec la bonne valeur. Alors il y a deux choses. Vous devez avoir les choses correctes dans l'aspect Swagger pour qu'elle soit traitée correctement dans la doc interactive. Si elle est traitée correctement dans la doc interactive, les requêtes vont partir vers le serveur. Maintenant, après, dans le serveur, c'est pas magique. Ça veut dire que si vous avez des mécanismes de sécurité, par exemple, vous allez devoir écrire le code Java pour traiter ça. Et ça, on ne va pas forcément vous le mettre à disposition tout de suite dans le squelette, parce que ça va vous obliger à vous dire, ah ok, avec la Servlet API, on travaille avec des filtres. Dans les filtres, on avait accès aux en-têtes. Maintenant, on passe à Spring Boot. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est aussi des filtres? Est-ce que c'est d'autres mécanismes? Est-ce qu'on a des annotations? Donc, on a envie que vous creusiez ça de nouveau aussi, hein, pour pouvoir faire le parallèle entre les frameworks et le fait que c'est des instances du même mécanisme. Donc, on va vous laisser gratter ça un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Donc ça c'est pour Swagger, ça c'est la vieille version, c'est-à-dire qu'entre Swagger et OpenAPI 3, la syntaxe de l'aspect a un petit peu changé, donc ça il faudra que je mette à jour, ça n'utilise pas la version 3.0 du standard. Et puis dans l'implémentation, vous allez vous retrouver dans un projet, alors là, regardez les webcasts existants où je décris cette structure de manière détaillée. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez deux parties. Donc, dans l'arborescence principale, vous allez avoir relativement peu de classes. Vous allez avoir ici le Fruits API, qui est le contrôleur qui implémente le endpoint/fruits. Donc c'est là où vous allez après mettre votre logique. Puis par contre, toutes les autres choses, et notamment les DTO, ça on ne les voit pas. Donc, on a fait tout un setup dans le projet Maven pour que si vous allez regarder dans le dossier Generated Sources, vous allez voir là qu'à chaque build Maven, on régénère les DTO, on régénère l'interface du contrôleur si l'aspect a changé. Et si l'aspect a changé, après vous allez aussi devoir implémenter. Mais donc ça c'est aussi une des subtilités de ce squelette de projet, c'est que les interfaces, on va les régénérer à chaque build, et puis les implémentations, on les change. On a fait ça pour éviter que si on change l'aspect Swagger, on soit obligé de régénérer un squelette à côté, faire du copier-coller entre des fichiers et que ce soit ingérable. Donc c'est un peu particulier,
ça vaut la peine de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, mais après, ça facilite beaucoup les cycles de développement. Donc, chaque année, il y a des groupes, malgré le fait qu'on leur met ça à disposition, ils continuent à générer des squelettes, hein. On peut le faire depuis ici, générer serveur. Ils vont dans Spring ici, ils régénèrent ça à chaque fois qu'ils modifient. Ils s'en sortent pas. Donc, faites pas ça, hein. Ça, on l'a fait une fois, nous, pour générer le squelette. On a fait toutes nos adaptations, ce qui était aussi assez... c'est là où on passe pas mal de temps, parce qu'on intègre les différentes briques. Mais donc, cette génération ici, vous n'allez pas la faire vous-même. C'est dans l'utilisation d'un plugin Maven et dans notre configuration de ce plugin que ça va se repasser à chaque build Maven pour les interfaces, hein. Non, refaites pas ça et faites pas du copier-coller entre fichiers parce que vous allez nous maudire. Ok. Je crois que je vais m'arrêter ici, d'une part parce que je répéterai ce qui est fait dans les autres webcasts qui existent déjà. Et puis après, il y aura d'autres webcasts où on verra le système fonctionner sur la version 2020. Mais je ne vais pas forcément refaire tout ce qui est dans les webcasts existants. Donc commencez déjà par regarder ceci. Ça vous expliquera les étapes du processus. Et puis après, en prenant la version un jour sur GitHub, ça ne devrait pas être difficile de faire les adaptations.